Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon update lecture du mois de septembre. On va commencer tout de suite avec les stats. En septembre, j'ai lu 6 livres. C'est un petit mois de lecture comparé aux autres. Je n'en ai abandonné aucun. Il y en a 6 que j'ai lus en version papier et un que j'ai lu en version papier et audio. Je n'ai lu aucun e-book. J'ai lu un total de 1857 pages. C'est pas énorme. Ce qui représente approximativement 62 pages par jour. Je suis toujours à une moyenne de 4 étoiles pour la totalité du mois et j'ai acquis 16 livres dans ma pile à lire. Le premier roman que j'ai lu en septembre, c'était pour ma palle des cartes. Le 5 de cœur m'obligeait à lire un roman avec un nombre de pages pair et j'avais sorti Les Flots Sombres, le tome 2 de la série Chevauche Brume de Thibault Latil-Nicolas. Énorme coup de cœur, c'est mon roman préféré du mois de septembre, 20 sur 20, 5 étoiles sur Goodreads, 10 dans Copile, je n'ai rien à lui reprocher. Dans le tome 1, on va partir à la rencontre d'un groupe d'hommes qui a été missionné par le régent pour essayer de comprendre ce qui se trame dans cette espèce de brume qui a recouvert une partie du pays et qui vraisemblablement serait peuplée par des monstres. Je vais pas vous détailler trop les aventures de nos héros dans le tome 1 parce qu'il se passe énormément de choses. Globalement, je suis toujours séduite par les personnages, on en rencontre de nouveaux dans ce second tome et on s'attache particulièrement au prince qui est très jeune, qui est un enfant qui doit avoir 6 ans, 7 ans je crois, donc qui est adorable, mon dieu, mais ce petit bonhomme, on a juste envie de le protéger tellement il est... Oh là là, il est fantastique. Et alors les Chevauche Brume sont géniaux. Voilà, j'adore les réparties qu'ils ont, l'humour, cette amitié, ce côté found family, vous savez... on vient chacun de coins différents, mais on s'aime comme si on était de la même famille. On est des frères d'armes et des frères tout court. J'ai trouvé que c'était fantastique. Le titre porte bien son nom puisqu'on va avoir une partie de l'histoire qui va se dérouler en mer, qui n'est pas un décor qui est fait pour me déplaire, donc je suis plutôt contente. On va forcément à un moment donné croiser des pirates, même si c'est pas l'enjeu principal de ce second volume. Le style de l'auteur... Mon dieu, j'en ai des frissons à chaque fois que j'en parle. Vous allez peut-être trouver que c'est exagéré, mais si vous ne l'avez pas lu, vous ne pouvez pas comprendre, je pense. Pour moi, Thibault Latil-Nicolas, je n'ai rien lu d'autre de lui. Pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'il écrit quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs, pour le moment. Mais ces 2 premiers tomes de la trilogie, pour moi, c'est à la hauteur du Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est tellement bien écrit, c'est poétique, c'est décrit, les descriptions sont incroyables. L'ambiance, l'atmosphère, les personnages, les relations entre les personnages, c'est de la high fantasy digne de Tolkien et je suis tellement contente et fière qu'un auteur français se hisse, en tout cas à mes yeux, à ce niveau. C'est juste incroyable. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite vraiment à la découvrir. Le tome 1 est sorti en poche. Je crois que le tome 2 aussi, mais je peux me tromper. En tout cas, voilà, ils vont bientôt être publiés tous les 3 en poche si ce n'est pas déjà fait. Ma deuxième lecture rentrait aussi dans le cadre de ma palle des cartes du mois de septembre. J'avais pioché le 3 de pique pour lequel je devais lire un contemporain. Et j'ai sorti Là où tu iras j'irai de Marie Vareille. C'est effectivement un contemporain et je l'avais reçu dans le cadre d'un swap organisé par les éditions France Loisirs. J'avais une petite carte postale avec un petit mot de l'autrice et sa carte de visite. Je vais remettre tout ça là-dedans. Je lui ai mis 13 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads et dans Copile, il a atteint la moyenne de 6,57. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Isabelle qui a 32 ans, qui a un chihuahua moche, très moche, et qui, un beau matin, pour une raison que je ne vais pas spécifiquement vous dévoiler, va se retrouver célibataire, en besoin urgent d'argent, puisque maintenant qu'elle est célibataire, il faut aussi qu'elle se trouve un appart, et étant donné que pour l'instant elle est serveuse chez McDo, elle n'a pas vraiment les moyens d'avoir un appart à Paris, donc elle doit absolument trouver un boulot, et elle va inopinément se faire engager par une ado du coin, qu'elle a déjà rencontrée, voilà, je passe sur les détails, pour se faire passer, parce que Isabelle est actrice à la base. C'est pas qu'elle a pas de talent, mais voilà, elle a eu un grand rôle quand elle était jeune et depuis elle a enchaîné un peu les publicités, voilà, ça s'est pas très bien passé. Mais pour elle, rien n'est perdu, elle y croit encore.
Et donc elle va se faire embaucher en tant qu'actrice pour se faire passer pour la nounou de la fratrie, voilà, de cet ado qui va l'embaucher. C'est une famille assez aisée dont le père est réalisateur et dont la maman est décédée il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Et donc on va suivre les aventures d'Isabelle en Italie, puisque la famille déménage pour les vacances et ils vont tous se retrouver en Italie. Et donc on va la voir évoluer dans cette famille, elle qui déteste les enfants, qui a juré de ne jamais en avoir. J'ai moyennement aimé les personnages, je trouve qu'Isabelle est... Comment dire, je la trouve très naïve et j'avais envie... Elle a 32 ans hein, et l'ado qui l'embauche en a 16-17. Et j'avais envie de lui dire, mais pourquoi tu te laisses traiter de cette façon par une gamine en fait tout ce qu'elle mériterait, c'est un bon coup de pied aux fesses. Et Isabelle se laisse faire. Elle a besoin de cet argent, donc elle se laisse faire. À un moment donné, je peux comprendre qu'on ait besoin d'argent, mais on n'est peut-être pas obligé de se laisser humilier pour l'avoir. Surtout que l'ado, elle n'a pas non plus d'autre solution si elle veut que son plan fonctionne. Je rentre pas non plus dans les détails pour ne pas vous spoiler. Au niveau de l'atmosphère, ce que j'ai trouvé très dommage, c'est qu'on évoque très peu au final toute cette histoire du deuil de la maman, à part à travers Nicolas qui est le petit frère de la famille, qui lui a totalement décidé d'arrêter de parler depuis que sa maman est décédée. À travers ça, on ressent ce mal-être, mais c'est pas évoqué de manière plus approfondie. Isabelle elle-même a vécu un drame, on l'apprend assez tôt dans l'histoire, mais on ne sait pas quel est ce drame. Et au moment où on l'apprend, c'est dit en une phrase et on ne revient pas dessus. J'ai trouvé ça vraiment dommage. L'écriture est très sympa en revanche, c'est Marie Vareille, donc on oscille entre l'humour, la mélancolie, ces passages qui nous font enrager parce qu'on a juste envie de secouer les personnages. Il y a quelques petites réflexions qui m'ont dérangée. Des réflexions un petit peu anti-féministes, on va dire, je sais pas trop comment caractériser ça, voilà, des choses qui m'ont un peu agacée. Le gros point noir pour moi de ce roman, c'est sa fin, puisque en guise d'épilogue, on a une avance rapide un petit peu sur que sont devenus les personnages quelques semaines, quelques mois après. Et quand on arrive à Isabelle, bah c'est la déception. Mais c'est la grosse déception, la grosse désillusion. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que pareil, je veux pas vous spoiler, mais si vous l'avez lu et que vous voulez qu'on en discute, envoyez-moi un MP sur Instagram. Voilà, pour moi, il y a une incohérence en fait dans le personnage tel qu'elle est écrite pendant l'histoire et cette fin. C'est malheureusement pas un des romans de l'autrice que j'ai préféré. C'est un de ses tout premiers, donc peut-être que les plus récents m'interpellent un peu plus. Pour l'instant, ça a tendance à se confirmer. On verra avec les prochains parce que j'en ai d'autres de cette autrice dans ma pile à lire. Je crois que je les ai quasiment tous en fait. Ma troisième lecture était toujours dans le cadre de ma pile à lire du mois de septembre. J'avais pioché Le Roi de cœur qui m'obligeait à lire le plus vieux livre de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui avait été écrit il y a le plus longtemps. Et c'était Roméo et Juliette de William Shakespeare, écrit en 1597. Alors très rapidement, si vous avez vécu dans une grotte jusqu'à aujourd'hui, bonjour, bienvenue. Roméo et Juliette, c'est l'histoire de Roméo Montaigu et Juliette Capulet, qui sont tous les deux issus de familles ennemies. Ça se déroule à Vérone en Italie. Ils vont tomber amoureux et leur amour va tragiquement finir. Je vous spoil la fin, ils meurent. Voilà, bon, si vous n'avez jamais lu Roméo et Juliette, vous en avez je pense au moins entendu parler. Donc, je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copile, il a atteint la note de 7. Alors on va pas se mentir, les deux points très négatifs pour moi, ce sont les personnages. J'ai mis 2 sur 10 aux personnages. Et la logique, j'ai mis 4 sur 10 pour la logique. Les personnages sont tous plus horribles les uns que les autres. Je ne me souvenais pas que cette pièce était tellement sexualisée. Dès le départ, ça parle de fesses. C'est pas quelque chose qui me gêne de manière générale, mais je me souvenais pas du tout. C'était une relecture, je l'avais déjà lu il y a quelques années. Je me souvenais pas du tout qu'on abordait le sujet si frontalement. Et en fait, si. Mais je crois que ce qui m'a le plus dérangé, au-delà des personnages qui sont tous imbuvables, c'est le manque de logique des personnages. Parce que si
chacun prenait le temps de se poser et de réfléchir, ne serait-ce que 2 minutes, parce que Roméo et Juliette, ça se passe en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, ils se rencontrent, ils tombent amoureux et ils se suicident parce qu'ils croient que l'autre est mort. En moins d'une semaine. Tout va bien, déjà pour moi ça n'a aucun sens. Et comme je l'ai dit, si chacun prenait le temps de réfléchir et de mettre sa fierté de côté, et ben tout se passerait pour le mieux. Tout se passerait pour le mieux, voilà. Et je suis même sûre que le père Capulet, il aurait été prêt à accepter Roméo comme gendre. Mais tout le monde n'en fait qu'à sa tête, fonce tête baissée et on en arrive à cette fin dramatique que tout le monde connaît. Ça m'a agacée un petit peu, je me souvenais plus trop que l'histoire se déroulait comme ça. Je me souvenais qu'il y avait cette fin tellement débile en fait. Elle est débile, cette fin est débile, voilà, tout simplement. C'est un classique, c'est une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps, mais pour moi c'est débile, voilà. Elle finit connement, désolée, mais c'est comme ça. Alors par contre, bien évidemment, le style de l'auteur est juste fantastique, c'est incroyable, la beauté du texte. Ne serait-ce que pour ça, si vous n'avez jamais lu Roméo et Juliette, prenez le temps de le lire, ça se lit très très vite, même si la lecture est légèrement ralentie parce que ben justement c'est un langage qui est un petit peu fleuri. C'est les éditions Thibert qui sont donc illustrées. Ah bah voilà, allez, hop, rien que pour le plaisir. Et la scène iconique peut-être. Voilà, donc excellente lecture dans le sens où je me suis régalée à relire ce texte, mais j'ai bouffé et râlé à plusieurs reprises concernant l'attitude et le raisonnement des personnages qui, pour tout dire, n'en avaient quasiment aucun. Toujours dans le cadre de ma palle des cartes, j'avais pioché le 2 de trèfle pour lequel je devais lire un classique et j'avais sorti le plus court de ma pile à lire. C'était Plein été d'Edith Wharton. Je lui ai mis 12 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la moyenne de 6,14. Dans cette histoire on va faire la rencontre de Charity qui a été recueillie quand elle était très jeune par l'avocat du village. Cet homme avait emprisonné le père de Charity et cet homme qui venait des montagnes a demandé comme un service à l'avocat d'aller chercher son enfant pour qu'elle ait une vie meilleure, puisqu'il se trouve que les gens qui vivent dans la montagne représentent une petite communauté qu'on considère comme étant des bandits, des vagabonds au village. Voilà, les gens de la montagne ne sont pas très bien vus. Et donc Charity vient de la montagne, mais a été élevée en ville par cet avocat qui l'a recueillie, qui la traite pas forcément comme sa fille, il n'a pas spécialement d'affection pour elle, mais il lui a offert une éducation, une meilleure vie, une vie de jeune fille de bonne famille. Charity est bibliothécaire, enfin, elle a pris le job de bibliothécaire, mais en fait elle n'y connaît rien, et moins de temps elle passe à la bibliothèque, mieux c'est, elle préfère vagabonder dans les champs, dans les collines, jusqu'au jour où un architecte va débarquer à la bibliothèque, et cet architecte va se rendre compte que la façon dont les livres sont organisés n'est pas extraordinaire et va proposer à Charity de l'aider à remettre dans un bon état, on va dire, cette bibliothèque et ce fonds parce que ça mérite qu'on s'y intéresse. Charity et cet architecte vont se lier d'amitié et une belle relation entre les deux va commencer. C'est un texte très très court, je ne vais pas rentrer plus dans les détails concernant le résumé. J'ai pas du tout aimé le personnage de Charity, je trouve qu'elle est très arrogante, qu'elle n'a absolument aucune reconnaissance pour l'homme qui l'a élevée, qui l'a tirée de la misère dans laquelle elle était. Elle le traite d'une manière que je trouve absolument abjecte. Je pense que cet homme ne méritait pas un tel traitement. Alors, je vous en ai parlé dans un vlog, à un moment donné, cet homme, dont la femme est décédée quelques années après qu'ils aient récupéré Charity, va tenter une approche envers elle, qui a désormais 16 ans je crois, elle est jeune ado, pour l'époque c'était déjà une femme. Il se sent seul, il boit un peu, il n'est pas violent, mais il est assez mélancolique et il va tenter une approche, il va aller frapper à la porte de Charity un soir, en lui demandant si elle peut l'accueillir, qu'il se sent seul, voilà, il va tenter de coucher avec elle, mais Charity va le repousser. Lui, il va la demander en mariage parce qu'il pense que c'est le fait qu'il ne soit pas marié qui la rebute. Elle va de nouveau le repousser et lui ne va pas aller plus loin. Il a tenté sa chance, ça n'a pas marché, il passe à autre chose. Donc vous voyez vraiment
voilà, écoutez, il a tenté, ça n'a pas marché, bah tant pis, laisse tomber. Ils n'ont pas de lien de parenté, donc pas ce côté incestueux, et puis surtout ce côté très gentleman de bon, ok, ça me fait chier, mais elle a dit non, tant pis, voilà. Pas violent, pas agresseur, vraiment. Et elle le traite, déjà avant ça, hein, elle le traitait comme un chien. Et j'ai trouvé ça inadmissible en fait. Elle a un comportement qui me déplaît au plus haut point. Les personnages secondaires ne sont pas franchement hyper intéressants non plus. En fait, tout était assez moyen. Je pense que j'ai mis pas mal de 7, 6, 5 dans ma grille Copile. J'ai pas eu vraiment de plaisir à la lecture de cette histoire, que ce soit par le style qui était bon, mais pas... Enfin, voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire. Les personnages que j'ai pas forcément aimés, un manque de logique flagrant à certains moments, et alors cette fin, bah il n'y a pas de fin en fait. Et vous savez que moi je déteste les histoires où il n'y a pas de fin. Fin ouverte ou bien pas de fin. Ben voilà. Il m'aurait fallu au moins 100 pages de plus pour savoir où on allait avec cette histoire en fait. Et malheureusement, on ne les a pas. Dommage. La dernière carte que j'avais piochée dans le cadre de ma palle des cartes, c'était le 10 de pique pour lequel je devais faire une relecture. Et j'avais du coup sorti Persuasion de Jane Austen, illustrée par Margot Motin. Encore une fois, les éditions Thibert, donc avec ses sublimes illustrations. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, et dans Copile il a atteint la moyenne de 9,86. Comme je vous l'ai dit, c'était une relecture, et je pense que ça doit être mon second roman préféré de Jane Austen, juste après Orgueil et Préjugés. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Anne Elliot, qui, il y a 8 ans, était fiancée à... mince, comment il s'appelle? Frédéric Wentworth. Sauf que, il y a 8 ans, la bonne amie de la famille, qui est un peu comme une mère pour Anne, la maman est décédée il y a plusieurs années, a très fortement déconseillé ce mariage à Anne parce qu'elle n'avait à l'époque que 19 ans, qu'ils étaient en pleine guerre, que Frédéric était seulement marin, qu'il n'avait rien pour lui, il n'avait que son nom, il n'avait pas de fortune, pas de titre. Donc Anne a rompu ses fiançailles, non seulement parce qu'elle souhaitait écouter la voix de la sagesse, entre guillemets, cette figure maternelle, mais aussi parce qu'elle était persuadée elle-même que c'était ce qu'il y avait de mieux pour Frédéric, qu'il aurait plus de chances de rencontrer quelqu'un de mieux qu'elle, qui se dévalorisait pas mal. Sauf que, ça c'était il y a 8 ans, et elle le regrette énormément parce qu'elle est toujours folle amoureuse de lui. Lui était également fou amoureux d'elle, c'était un amour réciproque, et voilà, ils ont rompu, enfin, elle a rompu leur fiançailles. Aujourd'hui, Monsieur Elliot, Sir Elliot, Walter Elliot, a énormément de dettes et ils doivent louer leur maison de Kellynch. Et il se trouve, par le plus pur des hasards, que les nouveaux locataires de Kellynch Hall sont l'amiral Croft et sa femme, Madame Croft, qui n'est autre que la sœur de Frédéric Wentworth. Donc, 8 ans plus tard, Anne va se retrouver de nouveau sur le chemin de Frédéric et on va assister un petit peu à leur retrouvaille et à toutes les aventures qui vont ponctuer le quotidien de ces deux jeunes gens. C'est fantastique, j'ai adoré cette histoire. Le seul petit point noir, entre guillemets, c'est les personnages des sœurs d'Anne Elliot, Mary et Elizabeth sont toutes les deux insupportables, elles sont infectes. J'ai beaucoup de mal également avec Louisa Musgrove, qui est une des deux jeunes filles, une des deux belles-sœurs de Mary Elliot. Voilà, ces trois personnages que j'ai beaucoup de mal à supporter et qui malheureusement ont une certaine importance dans le récit. C'est la seule raison qui fait que j'ai mis 9 et pas 10 au personnage, parce que tous les autres critères ont eu 10. Le style est fantastique, l'histoire est fantastique, l'ambiance, l'atmosphère est géniale. On a une très belle réflexion autour de l'amour longue distance, l'amour longue durée, l'amour ressenti par les femmes contre l'amour ressenti par les hommes. Est-ce que les hommes aiment plus fort? Est-ce que les femmes aiment plus longtemps? Je trouve que cette scène est vraiment fantastique et si jamais vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite réellement à la découvrir. Et si jamais vous n'avez pas envie de lire le livre, il en existe 3 excellentes adaptations que je vous conseille également. Vous pouvez les retrouver, je crois, sur YouTube, au moins 2 d'entre elles sur YouTube. Et la dernière, c'est les studios Koba Films que je vous conseille également. Et le dernier roman que j'ai lu au mois de septembre, c'était ma lecture bonus en VO. Il s'agit de Bone Grace, le tome 1, Bone Crayer's Moon de Catherine Purdy.
C'était de la fantasy romance dans laquelle on va faire la connaissance de Élès, qui est une bone crier, une leurresse. En gros, les leuresses, à la pleine lune, après avoir effectué un certain rituel, doivent se rendre sur un pont pour assassiner leur âme sœur, dans le but de gagner l'entièreté de leur pouvoir qui leur permet de charrier les âmes des morts vers l'au-delà, soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Elles ont un rôle donc très important puisque si les âmes des défunts ne sont pas charriées dans l'au-delà, elles restent sur terre et elles peuvent absorber la lumière, l'âme des vivants et les faire mourir dans d'atroces souffrances. Bastien, je prononce les noms à la française, c'est voulu parce que dans le texte, ils sont en français. On a un gros hommage à la France qui est fait par l'autrice parce que Catherine Purdy a rencontré 3 jeunes femmes françaises qui l'ont beaucoup aidée à un moment de sa vie où c'était pas évident. Et c'est la légende de la Dame Blanche qui a inspiré cette histoire. D'où le fait qu'Élès porte une robe blanche notamment. Et donc Bastien, lui, quand il était enfant, a vu son père être appelé sur un pont et se faire assassiner par une leurresse. Donc il a juré de se venger. Et le jour où Élès débarque sur le pont pour jouer son air à la flûte et appeler son amouré, c'est Bastien qui débarque. Et Élès va être enlevée par Bastien. Je vous passe les détails et les circonstances. Et on va faire la connaissance aussi d'un 3e personnage qui s'appelle Sabine, qui est la meilleure amie d'Élès et qui du coup va partir à sa recherche. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et d'un copain elle a atteint la note de 9. J'ai adoré les personnages et leur évolution. Le seul point négatif pour moi, c'est le personnage de Jules qui m'a énervée. Voilà, tout simplement. Je trouve qu'elle est très arrogante, très possessive envers Bastien. Voilà, j'ai pas aimé son personnage. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. L'atmosphère était fantastique. On a la plupart du récit qui va se dérouler sous terre, dans les catacombes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Même si j'aurais aimé qu'on accentue encore un peu plus le côté macabre du décor. Au niveau du style de l'autrice, rien de absolument génialissime. J'ai aimé ce mélange de français et d'anglais, même si... Voilà. Sur le principe, c'était bien pensé puisque l'histoire est inspirée par la légende des Dames Blanches, donc ça avait son sens d'intégrer quelques passages en français, qui en plus sont traduits pour le coup, pas comme dans These Violent Delights, où certains passages de textes en langue étrangère ne sont pas traduits et où on ne comprend pas ce qui se passe. Là, pour le coup, tout est traduit. Pour moi, ça n'avait pas grande importance puisque je lis le français, mais pour un lectorat qui ne parle que l'anglais, bah, ça peut être compliqué. Pour le coup, c'est pas le cas. Il y a un moment de l'histoire qui a manqué un tout petit poil de logique, mais rien qui m'a vraiment énormément dérangée. J'ai passé un très chouette moment et je l'ai lu à une vitesse assez impressionnante. Mon édition a ceci de particulier qu'elle est très originale, dans le sens où on passe de la page 173, qui est collée, et sur lesquels à l'intérieur il n'y a rien d'écrit, à la page 374, donc tout va bien, c'est toujours lisible. Et sur la page 404, voilà. Donc elle est encore plus originale que la version originale Fairy Loot avec les Shimmery Spray Edges. La dédicace de l'autrice et l'illustration au revers de la dust jacket. Donc on a Sabine, Élès au milieu et Bastien à droite. Mon seul gros regret par rapport à cette histoire, c'est que je n'aurai pas la suite dans une édition qui va matcher parce que Fairy Loot a sorti le tome 2 dans une édition correspondante, mais elle est sold out, elle n'est plus disponible et je n'ai pas pensé à me la procurer tout de suite. Donc bon, tant pis, c'est dommage, je vais devoir me lire la suite dans une autre version. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire comment s'est déroulé votre mois de septembre au niveau lecture. Est-ce que vous avez de nouveaux coups de cœur? Est-ce que vous avez abandonné des titres? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir.
Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!